Je donne la parole à Monsieur Scruer. Merci Madame la Présidente. Eh bien, je ne vais pas être plus enthousiaste que les autres chefs de groupe de l'opposition, vous vous en doutez, parce que la situation est objectivement extrêmement difficile, pour ne pas dire inextricable. Très clairement, depuis que je suis élu, je n'ai jamais vu une situation aussi difficile, mais je pense qu'il faut remonter à bien avant pour trouver une situation dans laquelle la ville de Liège se serait trouvée autant en difficulté qu'elle l'est aujourd'hui. Alors l'enchaînement des crises est une réalité, et on sait malheureusement qu'avec le dérèglement climatique, ça ne va pas s'arrêter. Entre conséquences directes et indirectes de ce bouleversement climatique, nous allons déguster. Même si parfois certains de ces crises pourraient avoir été mieux anticipés, il est possible, avec une meilleure culture de la gestion des risques, je pense que c'est une des leçons qu'on a tirées dans la commission parlementaire, et notamment dans ce rapport suisse qui a été remis à la suite des inondations. La Wallonie manque de culture de gestion du risque, et nous allons devoir apprendre ça pour faire face à toutes ces catastrophes qui arrivent. Alors, que fait-on? On appelle le ministre au secours. Coup de chance, il est plus ou moins de bonne composition, et il nous envoie un plan oxygène qui permet en fait de reporter le problème à plus tard, grosso modo. Et ce plan n'aurait peut-être pas dû s'appeler oxygène, mais plutôt bouée de sauvetage, parce qu'on continue à flotter, mais aucune chance de remonter sur le pont du bateau avec ce plan qui va en fait petit à petit nous mettre encore plus en difficulté avec cet accroissement de la dette. Et alors on se demande comment cette dette d'ailleurs va évoluer si jamais les taux d'intérêt devaient remonter comme on le craint. Alors le plan de gestion arrive, c'est un peu la figure du commandeur là au bout du couloir. Je suis très inquiet d'entendre que l'acceptation du plan oxygène que nous allons faire ce soir, nous n'avons pas le choix, nous devons en fait accepter ce plan oxygène sans lequel la ville de Liège n'aura tout simplement pas de budget. Or, en acceptant ce plan oxygène, nous acceptons aussi, et ça nous est dit de façon plus ou moins claire, que nous acceptons aussi le plan de gestion et les conséquences que celui-ci aura. Je trouve ça très problématique de ne pas avoir une présentation d'ensemble, au minimum des intentions de ce plan de gestion, puisqu'on nous demande d'acheter un chat dans un sac. Ici, évidemment, cette seule raison suffirait à refuser le vote du budget ce soir. Et voilà, je pense que la majorité devrait d'ailleurs se poser des questions à ce sujet, et chacun des conseillers de la majorité, sur quel est le sens exact de voter un budget qui implique d'accepter par avance un plan de gestion dont on sait qu'il sera extrêmement douloureux. Alors, comme mes collègues, comme les autres chefs de groupe, je m'inquiète moi aussi de la fiabilité du budget, évidemment. Le fait que nous n'ayons pas de compte, alors bon, on n'en est pas de nouveau directement responsable. Les remarques du directeur financier sont évidemment pour nous aussi extrêmement interpellantes, et puis je m'interroge sur les conséquences de l'inflation qui me semblent sous-estimées, notamment au niveau du traitement des agents et de l'énergie, mais aussi au niveau des taux d'intérêt, et donc de l'impact sur la dette, même si dans l'immédiat, cette inflation a l'avantage d'un petit peu dissoudre la dette par rapport à l'ampleur de notre budget. Alors, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. En dépit de cette augmentation qui est tout à fait artificielle du budget, la ville de Liège aujourd'hui ne dispose pas des ressources nécessaires à rencontrer les besoins de base de sa population. Et pour ma part, la situation du logement et de la mobilité en particulier m'inquiète au plus haut point dans un contexte de précarité énergétique notamment. Cette situation, elle impose plus que jamais d'avoir les idées très claires, de les communiquer de façon très claire et de concentrer les moyens sur ce qui est vital. Quand j'entends certains qui s'égayent dans toute une série de demandes périphériques, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à devoir se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est notamment le logement, c'est notamment la question de l'énergie, et c'est notamment la question de comment va-t-on faire pour donner des perspectives à la ville de Liège. Or, on continue à s'égayer massivement dans les dépenses publiques. Alors, je ne parle pas spécialement ici du budget, mais quand on observe la façon dont on a dépensé l'argent public à Liège ces dernières années, on se demande vraiment si on est dans un pays où on a trop d'argent. On envisage de démolir une aile du Saint-Georges, coût 5, 6, 7 millions d'euros, pour faire passer un téléphérique qui sans doute ne verra jamais le jour parce qu'il est tellement compliqué à construire et il va susciter tellement d'opposition qu'il ne se fera pas.
on est dans la pire difficulté, on n'arrive pas à adopter un budget, mais on envoie quand même 4 millions d'euros sans compter les coûts de gestion dans des chèques commerce qui s'avèrent tout à fait mal ciblés et tout à fait inefficaces à poursuivre leur objectif. Ici, on va inaugurer une nouvelle bibliothèque à Bavière qui s'avère moins efficace, moins bonne, moins grande, moins satisfaisante pour les travailleurs et les usagers que celle qu'on a actuellement. Quel était le sens d'investir presque 30 millions d'euros dans un projet comme celui-là? Je ne comprends pas. De surcroît, on va laisser un chancre derrière nous dont on se demande ce qu'il devient. Alors bien sûr, quand je dis nous, c'est l'action publique à Liège en général. On va me répondre que ce n'est pas la ville de Liège ici directement qui est concernée, mais je pense que l'argent public, on le gère à l'échelle d'une métropole. On a choisi le PPP pour le tram, des centaines de millions d'euros de surcoût, et on voit aujourd'hui le résultat. Ce PPP, je rappelle qu'il était choisi soi-disant pour nous prémunir des retards du chantier. Ça a été expliqué de façon très très claire à de nombreuses reprises il y a quelques années. Et puis plus anecdotique, dans ce budget, on voit par exemple 1,5 million d'euros pour le jardin botanique, qui me semble être déjà très bien en l'état quand on voit les espaces verts qu'on a dans beaucoup d'autres quartiers. Et donc, est-ce que c'est la priorité de mettre 1,5 million d'euros là-bas, et ainsi de suite. Et donc, Liège me semble un lieu où on ne dépense pas toujours bien l'argent public, et je pense que ça nous préjudicie beaucoup, et que beaucoup de gens le savent, et que c'est un facteur de méfiance à l'égard du pouvoir public chez beaucoup de nos concitoyens. Alors, je dis qu'il faut avoir les idées claires. Quels sont les problèmes aujourd'hui les plus structurels auxquels la ville de Liège est confrontée? Je pense que le problème le plus structurel, c'est que nous continuons à perdre des habitants, malgré de nouveaux développements immobiliers importants. C'est-à-dire que certains quartiers gagnent des habitants, tandis que certains autres en perdent d'autant plus. Et nous n'avons pas une bonne visibilité sur ce problème, comme j'ai eu l'occasion de le souligner hier en interpellant sur la question des statistiques de population. Et la ville de Liège continue à s'appauvrir. Je note que le revenu moyen par habitant de la ville était encore supérieur il y a 5 ans à celui des principales communes voisines. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Liège est avec 17 353 euros par habitant selon les derniers chiffres de Stadbel. La ville qui a le revenu par habitant le plus faible dans l'arrondissement, et à l'échelle de la province, seuls Verviers et Dizon sont dans une situation encore plus difficile que nous. Alors si on met en relation ce revenu par habitant avec le coût du logement, qui est par contre, lui, l'un des plus élevés de la province, on mesure la difficulté dans laquelle bon nombre de nos concitoyens se trouvent, puisque nous sommes une ville où les revenus sont très bas, mais où le prix du logement est très élevé. En tout cas, proportionnellement par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Alors, je pense que ça doit vraiment être le centre de nos préoccupations. Cette question de pourquoi perd-on des habitants et pourquoi nos concitoyens s'appauvrissent-ils en moyenne. Parce que si ces deux indicateurs étaient ouverts, si Liège était dans une dynamique démographique positive, c'est-à-dire qu'on retrouvait, il ne s'agit pas ici de mythifier une croissance démographique, il s'agit simplement de savoir que la ville de Liège approchait les 250 000 habitants il y a une petite cinquantaine d'années, et que ces habitants, ils nous manquent aujourd'hui parce que les infrastructures ont été dimensionnées pour eux. On a pensé la ville à cette échelle-là, et aujourd'hui, la ville manque de ses habitants pour faire vivre toute une infrastructure. Si on retrouvait donc des indicateurs ouverts sur cette question de la population et du revenu des habitants, je pense qu'on s'en sortirait, y compris à travers les avanies assez terribles que nous avons rencontrées ces dernières années, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Liège perd des habitants et Liège s'appauvrit. Et alors, ce qui est pour moi très interpellant, c'est que ces deux problèmes sont finalement peu analysés, et donc mal compris, me semble-t-il, aussi bien spatialement que socialement. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas en détail pourquoi et comment nous perdons des habitants. Ou en tout cas, il n'y a pas de consensus sur ce sujet, et finalement, c'est un sujet relativement peu discuté. Et par conséquent, il me semble qu'on peut penser qu'il est mal pris en charge. Alors, excusez-moi, il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait. Voilà. Vous me disiez hier, monsieur le bourgmestre, que la réponse à cela, c'était de construire les espaces verts. Vous mettiez en balance la construction des espaces verts et la perte des habitants. Je pense que ça dénote vraiment d'une dramatique erreur d'analyse, car au contraire, la présence des espaces verts dans la ville est un atout fondamental pour non seulement attirer peut-être des habitants, mais surtout pour conserver ceux qui y sont. Beaucoup d'habitants tiennent énormément à la présence des espaces verts dans leur quartier, et les petits poumons verts de forêt qui nous restent ici et là sont des aménités qui fixent les gens dans leur quartier. Et nous ne manquons pas de foncier par ailleurs.
Liège n'est pas comme Bruxelles dans une situation où le foncier serait terriblement manquant, où il faudrait sacrifier des espaces verts pour construire du logement. Nous avons beaucoup d'autres possibilités de construire du logement, beaucoup de friches à transformer, beaucoup d'espaces commerciaux qui sous-utilisent le foncier. Et donc, je me demande, quand je vous entends dire ça hier, quel sens il y a pour vous, pour le collège, à lancer un schéma de développement communal, si vous en êtes encore sur ce raisonnement-là, si vous en êtes encore sur le raisonnement que les problèmes de la ville de Liège vont être solutionnés en urbanisant à tout va, n'importe comment. Alors que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un mal-être fondamental dans nos quartiers, que énormément de gens se sentent pas bien à Liège. Moi, je suis frappé de voir combien des Liégeois, qui sont parfois Liégeois depuis plusieurs générations, envisagent aujourd'hui de quitter la ville, parce qu'ils s'y sentent pas bien, parce que leur vie au quotidien est devenue trop compliquée. C'est évidemment là que se trouve le problème. Il faut apporter des réponses à la qualité de vie de nos habitants. Je note au passage, je ne veux pas faire un long développement là-dessus, mais que le problème des pensions et des cotisations de responsabilisation qui nous accablent aujourd'hui aussi fortement, il vient lui aussi de ce mouvement. Parce que s'est-il passé? Pourquoi payons-nous autant de cotisations de responsabilisation? Parce que la ville avait énormément d'agents. La ville avait énormément d'agents il y a plusieurs décennies, en partie parce que ça avait été un choix politique. Ça avait été un choix politique de créer des emplois dans les communes. Ça avait sans doute été une pratique de mauvaise gestion, d'engager de façon trop massive par rapport aux moyens qu'on avait. Mais surtout, on rendait un service public à une population qui était plus nombreuse et qui était plus riche. Et donc ça avait du sens d'avoir un service public plus développé face à une population pour servir une population qui avait les moyens de se payer ce service public. Sauf que depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? La majorité de la bourgeoisie liégeoise a quitté Liège. La richesse liégeoise est aujourd'hui située en périphérie, voire parfois beaucoup plus loin, et plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire plus de 100 000 personnes ont quitté la ville en plusieurs décennies, laissant derrière elles la charge des pensions, la dette des pensions. C'est évidemment une situation très, très injuste, parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont allés s'installer dans des communes où la fiscalité est moins élevée, où on va avoir un précompte immobilier qui sera plus bas parce que la valeur du logement est réputée plus basse, où la qualité de vie est meilleure, etc. Ces dizaines de milliers d'habitants, en fait, nous demandent de payer, et nous, c'est pour beaucoup des Liégeois qui sont nouveaux, des jeunes générations qui n'ont rien demandé, des gens qui sont arrivés, qui viennent ici pour porter des projets. On demande à cette population liégeoise aujourd'hui précarisée, paupérisée, de payer la dette des pensions qui en fait a bénéficié à une communauté bien plus large que celle de la ville. Et ça, j'attends de votre part, monsieur le bourgmestre, madame Leschfin, mesdames et messieurs les membres du collège, de le dire, de le proclamer haut et fort. Il faut faire entendre cette voix, il faut expliquer. J'ai eu l'occasion avant-hier d'avoir un échange sur Facebook avec le directeur général d'une commune de la périphérie qui était assez convaincu de son bon droit et qui expliquait que Liège avait abusé, que Liège n'avait que ce qu'elle méritait, etc. Je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à faire pour expliquer à quel point la situation de la ville aujourd'hui est en fait le problème de toute l'agglomération et pas uniquement celui des 196 000 habitants de la ville. Alors la réponse à ces problèmes face auxquels nous nous trouvons, elle se trouve, je l'ai dit et je le répète, essentiellement dans la qualité de vie dans les quartiers. Qualité de vie qui reste bien trop malmenée. Pourquoi aujourd'hui, pas mal d'habitants et notamment des familles continuent à quitter Liège? Parce que les écoles, pour un grand nombre d'entre elles, sont dans un état déplorable. Parce que l'espace public est presque partout accueillant et même souvent dangereux. Il est abîmé et colonisé par l'omniprésence de la voiture individuelle. Voiture individuelle qui, je le répète, n'appartient pas principalement aux Liégeois. La majorité des Liégeois n'ont pas de voiture. Et ils doivent subir la présence de la voiture dans leur environnement direct à un point qui les met en danger. Pourquoi quittent-ils? Parce que la pollution de l'air nous fait perdre plusieurs années d'espérance de vie, à nous tous qui habitons en ville, en tout cas ceux qui habitent dans le fond de vallée. Et ça, dans l'indifférence générale. Nous perdons chaque année, chacun, plusieurs années d'espérance de vie. Elle se traduit dans des maladies cardiovasculaires, dans des cancers, dans toute une série de maladies qui vont toucher plus les urbains que les autres. Et les gens le savent et l'apprennent et l'entendent. Pourquoi encore? Parce que le transport public est à Liège catastrophiquement mauvais. Catastrophiquement mauvais. C'est un scandale sans nom. Aujourd'hui, il est plus simple, plus facile, plus agréable, plus rapide de rejoindre la place Saint-Lambert depuis Esneux que depuis Grivnier au Recours.
C'est la réalité. Vous prenez un bus à Grivnier ou à Recourt pour rejoindre la place Saint-Lambert, ça va mettre plus de temps que si vous prenez un train à S2 ou dans toute une série de communes de la périphérie. Et ça n'empêche qu'on continue à développer les transports et les infrastructures en fonction des intérêts des périurbains. On aménage le 25 à côté de Droix. On ne met pas un seul passage pour piétons pour permettre aux habitants de Droix d'aller au bord de la Meuse, mais on veille à ce qu'on puisse continuer à rentrer bien vite en voiture dans la ville. Ça, c'est vraiment essentiel. On construit le tram. Est-ce qu'on va construire un tram qui relie les quartiers entre eux, qui permet d'être un levier de développement pour les quartiers? Non. Le tram, il est conçu, voulu, défendu par les autorités régionales comme un outil de pénétration urbaine. On va faire des P+R, on va permettre aux gens de rapidement rejoindre la gare, le palais des congrès, le marché de Noël. Ça, c'est essentiel. Par contre, permettre aux gens qui sont aujourd'hui dans les quartiers de Liège d'aller facilement, je ne sais pas moi, du Londeau au Guimain, par exemple, trajet très court, mais essayez de le faire en bus rapidement. En fait, c'est plus rapide d'aller à pied. Ça, on ne sait pas faire. Et donc, cette situation, elle appelle vraiment un changement de point de vue. Alors, l'autre problème majeur, à côté de cet enjeu de dépopulation et d'appauvrissement, il y a quelqu'un qui parle. Est-ce qu'on pourrait couper un micro, s'il vous plaît? L'autre problème majeur, je dis, c'est l'énergie. J'en ai déjà touché un mot. Alors, on anticipe au budget une dépense de 7,5 millions d'euros, déjà doublée par rapport à l'année prochaine. On voit bien, avec les développements des derniers mois, des dernières semaines, même des derniers jours, que cette somme va être beaucoup trop optimiste. On va être bien au-delà de ces 7,5 millions d'euros. Comment est-ce qu'on va faire? Dans quel état va-t-on trouver les comptes de la ville au terme de cette année? Je dois dire que je m'en inquiète énormément. Et on perd aujourd'hui des millions d'euros dans le gaspillage énergétique, faute d'avoir, année après année, investi dans l'isolation et la production d'énergie, alors que c'était possible. Combien de fois nous avons vous appelez, monsieur le bourgmestre, à faire de cette isolation, à faire de la question des énergies vertes une priorité, à développer des outils pour ça. Aujourd'hui, nous sommes devant notre impréparation. Non seulement nous en tant qu'institution, mais aussi tous nos concitoyens, parce que l'état du parc de logement à Liège est véritablement catastrophique. Et je dois dire que je ne comprends même pas comment on va pouvoir faire face au prix de l'électricité, du gaz qui sont aujourd'hui annoncés. Dès lors, nous vous appelons, monsieur le bourgmestre, à un effort beaucoup plus important dans ce domaine, à concentrer des moyens sur l'isolation des bâtiments, à concentrer des moyens sur les économies d'énergie, à concentrer des moyens aussi sur la production d'électricité au service des Liégeois. Et là, des solutions créatives sont possibles. On peut notamment parler de cofinancement citoyen, on peut lever des fonds pour financer des opérations qui vont être rentables en quelques années, une décennie ou deux. Il est possible d'avancer même sans forcément mobiliser uniquement le budget communal ou les budgets publics. Alors aujourd'hui, de toute évidence, ces investissements, ils ne sont pas là. Et pour cause, le budget est contraint de toutes parts. Quand on voit, par exemple, la sécurisation des trottoirs, problème notoire s'il en est, qui est un peu la base de la base, on va investir combien? 1,27 € par habitant. Ça ne fait même pas un pavé. Le stationnement vélo, on va investir 1,17 € par habitant. À ce rythme-là, il va falloir combien de temps pour que 50 000 Liégeois puissent stationner leur vélo? Et ainsi de suite. Alors, moi, je vais terminer en énumérant une série de mesures concrètes qui me semblent pouvoir nous donner des perspectives. La première, je pense que nous devons donner des avantages concrets aux personnes domiciliées sur le territoire communal. Vous disiez hier, monsieur le bourgmestre, à juste titre, qu'au-delà des 196 000 Liégeois domiciliés, il y en a un certain nombre, nous ignorons combien, mais potentiellement 20 000, 30 000, peut-être même plus, qui habitent Liège sans y avoir établi leur domicile. Je pense que nous devons faire en sorte qu'il soit avantageux d'être domicilié à Liège, que ces étudiants ou ces post-étudiants qui ont 25 ans, 23 ans, qui sont encore domiciliés chez papa-maman, puissent être incités à faire le choix de se domicilier à Liège, d'investir dans la ville, et peut-être en colocation dans un appartement, c'est pas un problème, mais qu'ils fassent le choix de se définir comme liégeois, de se penser comme liégeois, de se projeter dans la ville. Comment pouvons-nous faire ça ? Par exemple, en reprenant la proposition de Vega d'une gratuité ou d'une quasi-gratuité ou d'une semi-gratuité sur le transport public qui serait financé par un péage urbain.
principe de justice élémentaire, les périurbains détruisent la ville, l'appauvrissent et ne payent pas ce qu'ils doivent payer, eh bien, nous prélevons un péage urbain qui sert à être directement réinjecté vers les Liégeoises et les Liégeois à travers un abonnement de bus gratuit ou simplement déjà à tarif préférentiel si on n'arrive pas à boucler le budget d'une gratuité complète, qui serait une mesure de redistribution directe, bénéficiant aux classes populaires. Aujourd'hui, qui prend le bus? Les classes populaires principalement, la jeunesse et les classes populaires. Qui inciterait les gens à faire des changements de mobilité, qui serait un facteur de réduction des dépenses énergétiques, qui serait un facteur aussi de réduction de la présence de la voiture en ville et donc de santé. Autre exemple, nous devons faire en sorte qu'il y ait un tarif préférentiel sur l'achat des sacs jaunes, des sacs poubelles jaunes, pour les gens qui sont domiciliés à Liège. C'est possible aussi. Nous avons le droit de le faire. Autre exemple encore, lancer une régie communale des énergies vertes, financée par exemple par une partie de la vente de vous, ça pourrait être une logique assez intéressante, où on créerait des emplois locaux dans l'énergie qui ensuite seraient redistribués en partie sous forme de crédit d'énergie pour les habitants, faire en sorte qu'être habitant de Liège, ou de l'agglomération de Liège, permettent d'avoir accès à un quota d'énergie verte gratuite, par exemple. Énergie verte produite par des infrastructures que nous achèterions, dans lesquelles nous investirions. Il ne s'agit évidemment pas ici d'acheter sur le marché de gros de l'énergie pour la redistribuer. Je pense qu'il y a un vrai potentiel d'emploi dans ce domaine, des emplois locaux, des emplois de qualité, à la fois des emplois de techniciens, des emplois d'ingénieurs, des emplois administratifs qui peuvent être créés dans un outil comme celui-là, qui sera vraiment un outil de bien-être et de transition. Autre proposition, taxer le mésusage, le sous-usage du foncier tertiaire. Aujourd'hui, on a des surfaces commerciales qui gaspillent littéralement des hectares, parfois des dizaines d'hectares, pour mettre des nappes de parking, des boîtes à chaussures dans une dédensité absolument effrayante. Ça produit de la dépendance à la voiture, ça produit une artificialisation des sols absolument délirante. Et nous ne pouvons plus tolérer ce genre de structure. Alors évidemment, personne n'imagine qu'on ait les moyens de tout exproprier pour tout reconstruire à notre sauce. Par contre, on peut faire en sorte qu'une fiscalité soit incitative à faire évoluer cette situation. Et cette fiscalité pourrait par exemple être conditionnée, la non-perception de cette fiscalité, au fait que les propriétaires du foncier commercial s'inscrivent dans une planification copensée avec les pouvoirs publics afin de densifier ces espaces. Il s'agit notamment de dégager du foncier pour les petites activités de transformation. Tout le secteur secondaire dans lequel on a énormément de nos concitoyens qui voudraient investir, qui pour faire de la bière, qui pour lancer une imprimerie, qui pour faire un atelier vélo, qui pour faire de la soudure, qui pour faire de la menuiserie, qui pour... Enfin, je connais des dizaines et des dizaines de jeunes porteurs de projets qui ont 20 ans, 30 ans, parfois un peu plus, qui veulent se lancer dans ce secteur. C'est clairement une des forces depuis très longtemps de notre ville, c'est ce savoir technique, mais qui ne trouve pas de lieu pour s'installer. Nous devons dégager des lieux pour ça, des surfaces de quelques centaines de mètres carrés, 100, 200, 300 mètres carrés sont souvent déjà suffisantes pour lancer une activité, et nous pouvons trouver ces espaces sur ces quasi-friches commerciales à l'aide d'une fiscalité adaptée. À cet égard, je souligne un élément positif quand même, c'est le projet LBP sur lequel on a un certain nombre d'espaces de cette nature qui sont prévus, et je m'en réjouis parce que je pense que ça répondra vraiment à une demande. Troisième proposition, taxer le stationnement automobile, beaucoup plus, y compris comme le propose ma collègue Caroline Sall, les deuxième et troisième cartes de riverains, qui sont effectivement une aberration, un anachronisme étonnant, de façon à faire rentrer des fonds qui sont bien utiles pour d'autres projets, par exemple pour construire, quatrième proposition, plusieurs nouvelles écoles. Nous avons besoin de créer des écoles qui soient emblématiques, qui soient des lieux convaincants, conviviaux, réussis sur le plan des espaces, de l'accueil, de la question de la nourriture, de la question de la cour de récréation, de la question du genre. Il y a énormément de choses à penser sur ces aspects-là qui aujourd'hui ne sont pas rencontrés dans les écoles, en tout cas les bâtiments les plus dégradés de notre patrimoine, qui demanderaient à minima d'être rénovés de fond en comble, voire pour certains démolis. Et donc je pense qu'il serait raisonnable de penser la création de plusieurs écoles. Ça serait aussi l'occasion de réfléchir à leur localisation sur le territoire, de façon à renouveler l'image de l'instruction publique, à faire en sorte que
s'inscrire à l'école publique à Liège, ça ne soit pas toujours perçu comme aller à l'école pourrie du quartier, mais aller dans un lieu qui est formidablement bien, chouette, bien pensé. Et c'est le cas dans plein d'autres communes. Aujourd'hui, à Liège, il y a très peu d'écoles qui répondent à cette définition-là. On a des cours de récré qui sont catastrophiques, on a des bâtiments mal isolés, on a vraiment un énorme problème sur ce terrain. Et ce n'est pas forcément tant d'argent que ça. Quand on voit ce qu'on met par ailleurs, avec quelques millions d'euros, on peut déjà faire des choses vraiment très bien. Cinquième proposition, je pense que nous devons beaucoup plus nous appuyer sur le dynamisme des habitants, des associations, des coopératives, pour initier des projets, par exemple, d'habitat groupé. Habitat groupé qui répondent énormément à plein d'enjeux de notre temps. Des enjeux en termes de solidarité, de vieillissement, de mutualisation, etc. Ça peut se faire par exemple via des community land trusts, en valorisant du foncier communal en coopération avec des coopératives ou des groupes d'habitants. Nous pouvons aussi soutenir des projets de communautés d'énergie qui vont arriver. L'idée de la communauté d'énergie, c'est l'idée de mutualiser une production énergétique à l'échelle d'un quartier, par exemple, pour permettre à une série de personnes qui vont s'engager dans une démarche de transition et de réduction de leur consommation de bénéficier d'une énergie verte locale à meilleur marché que sur le marché privé. Il faut encore évidemment investir dans le vélo, beaucoup plus fort, de façon beaucoup plus décidée qu'on le fait aujourd'hui. C'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de lutte contre la pauvreté. Le vélo aujourd'hui, certains tentent de lui coller une image bobo. Moi, je sais que nos grands-pères ouvriers, ils se déplaçaient à vélo. Ils se déplaçaient à vélo parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Et voilà. Nous devons créer un parking vélo sécurisé en dur dans chaque quartier. Nous devons créer des pistes cyclables d'urgence, même s'il est trop tard pour les nommer Corona-pistes. C'est pas compliqué de dégager de l'espace public pour créer des couloirs cyclables sur les principaux axes. Et avec déjà 3 ou 4 axes continus à travers la ville, on changerait radicalement la situation. Si vous ne savez pas le faire, laissez-nous faire, on sait comment faire. Et alors, je termine sur une dernière proposition, c'est de valoriser un de nos principaux, sinon notre principal atout, qui est notre fleuve. Je suis effaré de voir à quel point ce fleuve continue à être... à quel point la ville continue à tourner le dos à son fleuve. Une amie bruxelloise passait récemment à Liège et elle me demandait où est-ce qu'on peut boire un verre au bord de la Meuse. Et ben en fait, il n'y a pas tant d'endroits que ça. Et les quelques endroits disponibles, souvent, ils ne sont pas accessibles pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Et donc, nous devons retrouver ce contact avec le fleuve, retrouver ce lien avec le fleuve, et on peut le faire notamment en fermant le centre-ville au transit, comme je l'ai proposé, et je ne vais pas développer ça ici, mais on peut consacrer les quais entre les Chirous et l'esplanade Saint-Léonard à un grand espace piéton qui serait un espace dévolu à ce lien avec le fleuve, qui retrouverait cette force que Liège a toujours trouvée de son fleuve. Je rappelle que notamment le commerce liégeois est né dans ce lien avec le fleuve. Il y a maintenant plus de 1000 ans. Alors pour conclure, je dirais, comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, il y a une répétition du même si tout ça empire, que je crois que notre destin n'est pas suffisamment, n'est plus assez entre nos mains. L'autonomie communale, cette notion sacrée de notre droit constitutionnel, cette notion sacrée de notre histoire politique, aujourd'hui, elle est un ectoplasme, un fantôme flottant au loin. Dès lors, on peut se demander à quoi ça sert en fait de discuter ici, parce que les questions principales, visiblement, elles vont être réglées dans un bureau à Namur entre Madame Lechfine et les représentants du CRAC dans les mois qui viennent. Et pourtant, il est moins une. Il est vraiment moins une. La ville est entrée dans une spirale terrible. Il n'est pas impossible d'en sortir. Mais si on ne réagit pas très fort et très vite, je pense que les années qui viennent vont être encore plus difficiles que celles-ci. Alors, j'entends, monsieur le bourgmestre, que vous passez votre temps à vous contorsionner, à éviter de dire quoi que ce soit qui puisse compromettre les discussions que vous avez avec Namur. Je comprends que vous le fassiez. Mais à un moment donné, il faut sortir du court terme, il faut sortir de la gestion de l'urgence, il faut savoir dire stop, il faut savoir prendre un peu de recul et déjà parler clairement. Et à cet égard, j'aimerais vous faire une proposition, c'est de créer un groupe multipartite. Au-delà des débats que nous pouvons avoir dans ce conseil, qui sont évidemment parfois un peu caricaturaux et dans lesquels
chacun nous tenons le rôle qui est le nôtre. Je pense que la situation est tellement grave qu'elle réclame une union sacrée de l'ensemble des forces politiques liégeoises et peut-être des forces sociales, afin déjà de débattre sereinement de ces mécanismes aujourd'hui qui sont en train de plonger la tête de la ville sous l'eau. Et peut-être pour débattre d'une stratégie et de revendications à faire valoir. De revendications parce que aujourd'hui, la façon dont la Wallonie traite ces villes, ces grandes villes, est une singularité européenne. Si vous allez en France, si vous allez en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, regardez le niveau d'investissement que les États, que les régions font dans leur ville. C'est sans commune mesure avec ce qu'on obtient à Liège ou à Charleroi. Vraiment, sans commune mesure. Et le résultat, c'est que Liège, qui pourrait être une locomotive, nous en sommes tous convaincus, aujourd'hui est emportée par le fond et emporte avec elle toute une agglomération, à tout le moins, voire toute une région. Et donc, il est vraiment temps d'expliquer, il est temps de justifier, d'objectiver ces coûts de la centralité. Quand allez-vous agir, monsieur le bourgmestre, sur cette étude que je vous réclame depuis bientôt 10 ans? Nous devons dialoguer et nous devons dire clairement que sans un changement profond d'attitude de la région à l'égard de ces villes et de ces grandes villes, nous ne nous en sortirons pas. Et je crois que ces revendications, elles doivent foncièrement être de 3 types. Nous avons besoin d'infrastructures, et nous avons en particulier besoin d'une transurbaine en tram. On ne le dira jamais assez. C'est aujourd'hui une condition, notamment pour que les quartiers de la rive droite se relèvent. Nous avons besoin d'un cadre institutionnel, et en particulier, enfin, de cet outil métropolitain, de cette supracommunalité, qui est une nécessité vitale pour une ville qui a aussi mal réalisé, aussi mal négocié sa fusion de communes. Et nous avons besoin d'une révolution fiscale. Aujourd'hui, la fiscalité belge wallonne est foncièrement anti-urbaine. Quand on analyse l'ensemble des mesures qui sont prises aujourd'hui, on est dans une fiscalité anti-urbaine. Benoît Bouchat avait raison de rappeler il y a quelques minutes à quel point le précompte immobilier basé sur ce revenu cadastral est une injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui reprend une ancienne maison de commerce dans un de nos vieux quartiers, maison qui ne vaut plus grand-chose, dans laquelle il faut tout rénover, dans laquelle il faut tout relancer, où le potentiel économique est relativement faible, va parfois payer 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de revenus de précompte immobilier qu'un propriétaire d'une villa qui vaut 10 fois le prix de ce bâtiment, dans le Brabant wallon par exemple. Ce n'est qu'un exemple, et je ne vais pas être plus long ici, mais sans ces 3 enjeux, sans des infrastructures, sans un cadre institutionnel et sans une révolution fiscale pro-urbaine sans laquelle tous les discours sur le désastre de l'étalement urbain, etc., les larmes de crocodile qu'on entend si volontiers à Namur dès qu'il s'agit de ce sujet, où tout le monde va dire que vraiment l'étalement urbain, c'est vraiment trop triste, mais où personne n'est là quand il s'agit de repenser la fiscalité au service des villes, de repenser la façon dont organiser la distribution de la richesse, et je ne parle pas de redistribution, je parle de distribution primaire de la richesse ici, je parle de la reconnaissance des villes comme lieu de production de la richesse. Là, par contre, il n'y a personne. Si nous ne parvenons pas à obtenir ces 3 choses-là, eh bien, je pense que nous allons avoir beaucoup de larmes devant nous. Et Franchement, on est d'accord, mais on sort un peu du budget. On est d'accord. Et j'interviendrai dans mon intervention pour te soutenir. Mais j'ai terminé. On est quand même un peu en dehors du budget 2022 de la ville de Liège. C'est votre avis. Moi, je pense au contraire que ce budget est d'une telle gravité. Mais j'ai terminé. Alors, je te laisse parler toute la nuit. Non. J'ai terminé. Je veux juste te dire que c'est qui préside le conseil communal. Donc, je voulais juste dire, je termine là-dessus, que la situation me semble d'une telle gravité qu'elle appelle un pas de recul et un dézoom et de parler de ces questions. Voilà. Et donc, j'appelle à une action commune des partis, peut-être à une grève d'ailleurs, de notre action politique pendant un jour, une semaine, un mois, je ne sais pas, pour dire à quel point la situation est grave aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir écouté toutes ces divagations, monsieur Marcourt. Je vous remercie, monsieur Scruer.